Mesdames et messieurs, mes chers confrères, mes chers consoeurs, chers amis, nous nous retrouvons une nouvelle fois, la dernière je l'espère, dans un format totalement dématérialisé pour notre club notarial de l'immobilier. Je vous remercie d'être aussi nombreux à cet événement digital. L'immobilier continue d'être plus que jamais au cœur des préoccupations des ménages et on ne s'en étonnera pas. En ces temps troublés, le logement sécurise. En ces temps de crise, l'investissement résidentiel rassure. Nous le constatons au quotidien dans nos offices. Nous vous proposons de scinder notre club en deux séquences. En première partie, Thierry Delsal, président de la commission de conjoncture, vous présentera les statistiques du marché francilien du début de l'année 2021 qui ont été dévoilées ce matin aux journalistes. Nos chiffres témoignent de la résistance prolongée de notre marché, malgré les à-coups liés au confinement et à leurs contraintes. L'activité et les volumes de vente au premier trimestre sont restés élevés, proches des records historiques de 2017 et de 2019. Force est cependant de constater que la situation est un peu moins favorable dans notre région que pour l'ensemble de la France. À l'échelle nationale, les volumes de vente n'ont en effet jamais été aussi élevés que dans les 12 derniers mois, avec 1 080 000 logements vendus. On peut penser que cette situation traduit une relative perte d'attractivité des grands centres urbains. De nouveaux choix semblent s'opérer vers des territoires de marché qui offrent à la fois plus d'espace et de verdure. Au niveau francilien, on observe ainsi une présence pour la petite et la grande couronne une préférence au détriment de Paris. Et pour l'habitat individuel, sans qu'on puisse dire s'il s'agit d'évolutions liées à la conjoncture ou si elles sont plus profondément structurantes. Les évolutions de prix reflètent ces tendances, avec des hausses de prix plus rapides pour la maison. Et en deuxième partie, nous avons invité M. Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, pour nous parler du marché très particulier de l'immobilier haut de gamme. Monsieur de Saint-Vincent, vous avez accepté de nous présenter vos analyses sur ce marché que vous connaissez comme votre poche. Vous évoluez dans le secteur de l'immobilier depuis plus de 30 ans, entre l'Europe, les États-Unis. Président fondateur de la société Barnes, présente dans 17 pays dans le monde, vous êtes un des acteurs majeurs de l'immobilier haut de gamme et de prestige. Ce marché très étroit en volume des ventes a lui aussi très bien résisté à la crise. D'après l'historique de nos bases, le meilleur trimestre depuis plus de 20 ans sur l'immobilier haut de gamme a été le 4e trimestre 2019, avec 441 ventes à plus de 2 millions d'euros. On atteint 398 ventes au 4e trimestre 2020, ce qui montre, là encore, la grande robustesse de l'immobilier de prestige et l'abondance de liquidités. Mais les évolutions se dessinent, la crise étant souvent un accélérateur de changement. Les profils, les choix et les comportements des acheteurs évoluent. Les métropoles rivalisent d'arguments pour attirer les ménages les plus fortunés. Les secteurs touristiques, de prestige, à la mer comme à la montagne, sont de plus en plus prisés. Vous nous direz comment la France et les différents marchés français se positionnent dans cet environnement où la concurrence internationale est féroce. Nous avons hâte de vous entendre. J'ajoute que vous intervenez de vos bureaux à Saint-Barthélemy où il est encore très tôt. Et je vous remercie d'avoir accepté cet exercice très matinal qui, je l'espère, se déroulera sans difficulté technique. En attendant, je vous propose de faire un point complet sur le marché francilien avec Thierry Delsal. Thierry, je te laisse la parole. Merci Cédric. Bien, je vais vous faire un petit résumé de la conférence de presse, comme à chaque fois dans les clubs de l'immobilier. Donc, comme Cédric vous le disait, le marché immobilier du logement se porte bien, comme d'ailleurs partout dans le monde entier. Il ne faut pas toujours voir la lorgnette de la France ou de l'Île-de-France. Pour avoir vu quelques commentaires sur l'immobilier autour de la planète, c'est vraiment un courant avec cette pandémie tout à fait planétaire, et il y a même peut-être des excès à certains endroits que nous ne retrouvons pas forcément en France d'ailleurs. En tout cas, en France, comme tu le disais, on atteint un record de transactions comme on ne l'avait jamais eu, puisqu'on a, sur 12 mois glissants du 1er avril 2020 au 31 mars de cette année, 1 080 000 transactions. Le record ayant été à fin 2019 à 1 070 000. C'est pas tellement plus, mais c'est plus. Et surtout, c'est plus parce que
à l'intérieur de ces 12 mois, il y a 2 mois et demi de confinement, dont 1 mois et demi très dur. C'était au printemps dernier, souvenez-vous qu'on ne pouvait même pas visiter l'appartement, d'ailleurs le mois de novembre non plus. Donc c'est vraiment, on s'était posé beaucoup de questions au printemps dernier en disant, bon voilà, est-ce que les prix vont baisser? Est-ce que l'immobilier, avec l'économie qui va être en panne, va forcément être impacté? Eh bien, aujourd'hui, on voit que c'est un secteur de l'économie qui est hors norme, puisqu'il n'est pas du tout impacté par ce qui s'est passé. Alors, il y a eu un phénomène de rattrapage énorme, on l'a vu nous dans nos études à la fin du confinement du printemps dernier. Eh bien, ce 1,080 000 est assez inespéré. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup entre vous qui pouvaient penser qu'on allait atteindre des records pareils. Comme le disait Cédric, ça ne se passe pas partout de la même manière. Donc, on a bien insisté auprès des journalistes ce matin. En Île-de-France, on est à 160 000 transactions. 160 000 transactions, le record a été 180 000. Donc, on est revenu, c'est quand même dynamique, hein, on est revenu au rythme de 2017, ce qui était déjà très bien, dynamique avec une certaine stabilité, on va dire. Et donc, par voie de différence, vous faites le calcul, on arrive à 920 000 transactions en province sur 12 mois glissants. Comparé, c'est toujours par rapport à 2017, parce que 2019 a été un peu exceptionnel. En province, il y avait eu 700 000 transactions. Ça représente une augmentation de 27%. Donc, vous voyez qu'il y a une fluidité énorme en province, un dynamisme record. Et quand on interroge les confrères, on voit bien, ils sont totalement débordés. Et surtout, ils nous disent que tout est parti. Mais tout est parti et partout. Même dans le Massif central, où on me citait des exemples de biens à 50 000, 60 000 euros qui étaient à vendre depuis une dizaine d'années, ils sont partis à 80 et 100 000 euros. Bon là, c'était dans la grande banlieue de lyonnaise, parce que les Lyonnais font comme les Parisiens, et ils vont s'acheter des résidences secondaires qui deviennent semi-principales. Donc c'est un phénomène vraiment que l'on constate. La province, peut-être c'est un rattrapage de dynamisme qui existait en Île-de-France. Aujourd'hui, c'est très clairement la province qui tire la locomotive. Alors forcément, ça a une influence sur les prix. Les prix que nous avons indiqués à la presse ce matin sur la France entière augmentent. Il y a toujours une influence entre les volumes et les prix. Et là, c'est assez rapide puisque forcément le marché se tend. Il augmente de 5,9% sur un an. Avec, en province, le marché est tendu partout. Appartements et maisons, c'est vraiment là, on se rend compte que c'est un marché dynamique. Les appartements augmentent de 6,3% et les maisons un tout petit peu plus, de 6,5%. C'est à noter parce que ça n'était pas arrivé depuis 4 ans au moins que les maisons augmentent plus que les appartements qui sont toujours un marché plus tendu. Et ben là, non, c'est les maisons, c'est la mode, tout le monde l'a vu et c'est largement dit dans les médias. En Île-de-France, en revanche, eh bien, c'est moins dynamique, ça l'est quand même, mais et surtout pour les appartements. Donc ça s'est traduit par une augmentation qui se ralentit pour les appartements, qui est de 3,6% sur un an, alors que les maisons, là, les maisons, elles sont où en Île-de-France? Elles sont pour un quart en petite couronne et 3/4 en grande couronne. Et donc c'est là où la tension est la plus forte, en grande couronne. Et donc sur toute l'Île-de-France, les maisons augmentent de 7,1%. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer au trimestre et au mois par mois qu'est-ce qui se passe pour que vous compreniez un petit peu. Il y a en fait un jeu de stop and go que l'on constate dans nos études où, en fonction des couvre-feux, en fonction des confinements, des vacances, il y a vraiment des afflux de dossiers d'un seul coup, puis c'est d'un seul coup une panne pendant une semaine. Donc là, on le voit, vous voyez, janvier-février, c'est quand même assez négatif en volume. Certainement, en grande partie, c'est la conséquence, souvenez-vous, de ce confinement de novembre, puisque voilà, en novembre, on ne pouvait pas visiter, il y a eu moins de signatures de promesses de vente, et forcément, ça s'est ressenti entre 2 et 3 mois plus tard. Donc, janvier-février, beaucoup moins de ventes. En revanche, rattrapage au mois de mars. Alors, vous allez me dire, ouais, oui, mais mars, vous comparez à 2020, alors que 2020, on s'était arrêté en confinement le 16. Oui, mais vous voyez quand même qu'au trimestre,
Hein, c'est le graphique de droite. Vous voyez qu'au trimestre, on est quand même à plus 3% par rapport à l'année dernière. Et surtout, par rapport aux 10 dernières années, on est à plus 12%. Donc, c'est vraiment, je crois que c'est le troisième premier trimestre le plus dynamique depuis une vingtaine d'années. Et quand on cumule au quatrième trimestre 2020, pour ceux qui étaient au dernier club de l'immobilier, où on vous a dit que c'était le trimestre où on avait enregistré le plus de volume depuis qu'existent nos bases, bien, vous voyez, ces deux cumuls de volume font que tout de même, on voit bien qu'il y a un dynamisme, peut-être rattrapage, mais dynamisme qui ne dément pas, et également dans les prochains mois. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur les volumes du trimestre. Alors, on le voit à l'annuel, vous voyez à gauche le graphe qui correspond à la slide qu'on vient de commenter, sur les volumes de plus 3% et plus 12% par rapport aux 10 dernières années. Mais là, vous voyez sur les barres, sur le graphe du centre, on voit bien que les volumes quand même baissent par rapport au record qui était pas loin de 180 000 transactions. Et bien là, on atteint un peu plus que 160, 162 000, presque 163 000, ce qui fait quand même une baisse de moins 8%. Donc moins 8% par rapport à une année, rappelons-le, il y avait quand même eu 2 mois et demi de confinement. Alors, forcément, cet impact sur un volume moins important fait que la tension sur les prix a une tendance à diminuer. Alors, on vous a mis extrait l'augmentation qui avait eu lieu au T4. On était à 6,3. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 4,7 avec au trimestre une stabilité. Hein, on est à 0,1. On peut dire que c'est vraiment une stabilité des prix. C'est l'influence, un peu ce retournement de marché qui s'est fait à la fin de l'été dernier. Que va-t-on voir sur les prochains mois? Non, c'est pas maintenant. Je vais vous mettre un peu de suspense. Alors, pour les appartements, là, c'était tout logement confondu. Pour les appartements, il y a un peu moins de dynamisme. On est à moins 9. C'est pas non plus, c'est vraiment la tendance générale. C'est un peu moins dynamique que le marché des maisons. Et cette hausse, on le voit bien ici, ralentit nettement. Hein, en bas, vous voyez le T4, entre le T4 et le T3, où on arrive à 3,6 maintenant d'augmentation, avec une quasi-stabilité au trimestre à moins 0,4. Voilà, donc c'est ce qu'on disait aux journalistes ce matin, ceux qui ont envie de dire que ça baisse. Est-ce que vraiment du moins 0,4, on peut appeler ça une baisse? En tout cas, les statisticiens considèrent toujours qu'entre plus 1 et moins 1, c'est stable. Et j'ai un peu tendance à penser comme eux, même si je ne suis pas statisticien. Alors, que va-t-il se passer sur les mois suivants? Ben, vous voyez, comme on pouvait le pressentir, ce dynamisme, tout de même, il y a vraiment une résistance. On voit en bas là, le graphe à la droite, vous voyez 1,7 de variation brute sur le trimestre que nous vivons sur les avant-contrats. Donc c'est vraiment une résistance. Alors c'est vrai que sur l'année, forcément à force de cumuler des trimestres qui ne sont pas forcément très bons, on passe de 3,6 à 2,4, mais tout de même, avec ce 1,7 d'augmentation, et si ça continue comme ça, vous voyez, on voit bien cette courbe qui remonte, on peut penser que le trimestre prochain va être dans le même acabit, donc vraiment résistance des prix par rapport aux appartements. Maintenant, les maisons. Le volume est un petit peu moins, voilà, c'est en baisse de moins 6%. Donc, la maison est à la mode, hein, le marché est quand même plus tendu. Tous ceux qui travaillent dans l'immobilier, il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui travaillent dedans, le savent. Et forcément, ce marché est très tendu et ça se traduit par des augmentations de prix fortes. Vous voyez que du T4 au T1, on passe de 6,8 à 7,1. Donc, c'est vraiment le secteur très demandé. Beaucoup en raison, alors cette augmentation de prix, vous voyez que la courbe du haut, il y a toujours des vagues pour les maisons, beaucoup plus que pour les appartements, parce qu'on cherche une maison souvent au printemps. Et bien là, il n'y a pas eu de pause saisonnière comme d'habitude. Alors forcément, sans un trimestre de pause, et bien l'augmentation à l'année, vous la ressentez, nous assistons à 7,1%. Sur les prochains mois, eh bien, c'est une quasi-augmentation toujours un peu la même, 7,1 ou 6,5. En revanche, ce que vous pouvez noter, c'est que l'augmentation au trimestre attendue, il est de 4% au trimestre. Et ça, c'est quand même une augmentation très forte. Et on se pose des questions si vraiment cette augmentation continue à ce rythme-là.
on s'attendrait assez facilement à une augmentation à 2 chiffres en fin d'année. On n'y est pas encore, mais vous voyez, si vraiment le goût pour la maison, il n'y a pas de raison que ça cesse, continue, avec des augmentations au trimestre comme ça, on peut passer à une augmentation à 2 chiffres. Voyons maintenant Paris. Alors Paris, Paris, je ne veux pas dire est en panne, mais c'est pas l'idéal pour les volumes. Vous voyez que on est à, on fleure le seuil des 30 000 transactions par an. C'est la barre rouge qu'on vous a mis sur le graphe. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a constaté qu'on franchissait ce seuil, cela entraînait une baisse ou une correction des prix, une baisse importante. Ça, c'était en 2008, mais 2008-2009, c'était vraiment tellement exogène, cette crise financière, que ça n'était pas dû au marché immobilier. En revanche, la correction qui s'est faite de 2011 à 2015, là, était peut-être beaucoup plus due au volume. Donc là, on voit bien, ce seuil de 30 000, on va l'atteindre. Et donc forcément, ça se calme, les prix se calment, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs à Paris, parce que quand même, ça faisait quand même 4 ans qu'on augmentait des augmentations entre 5 et 8%. Donc cette augmentation qui était de 5,5 au dernier trimestre, eh bien, va être de 1,7 à l'année. Vous le voyez au trimestre, on est même en négatif à moins 1,3% pour 3 mois. C'est ce retournement de marché qu'on a senti vraiment après l'été. Donc, que peut-on attendre sur les prochains mois? Un léger, une résistance. Vous voyez, le moins 1,3 du trimestre disparaît pour être à plus 0,4. Bon, c'est pas non plus une très grosse augmentation, mais on a tendance à penser que, en réalité, il y a plusieurs marchés à Paris. Aujourd'hui, vous avez quand même les appartements, on va le voir tout à l'heure, les appartements de grande surface qui ont beaucoup plus de mal à se vendre. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une crise ou en tout cas un problème sur le marché de l'immobilier, c'est toujours les grands appartements qui souffrent. Donc là, les appartements de 5 pièces est plus compliqué à vendre aujourd'hui. Et j'ai envie de dire aussi les appartements qui ont des défauts. Donc, on le voit bien sur le terrain, les appartements qui ont des défauts. Aujourd'hui, les vendeurs qui ne veulent pas impacter ces défauts dans le prix, eh bien, ils traînent leurs biens à la vente pendant 5-6 mois. Alors que s'ils sont raisonnables et qu'ils impactent leurs défauts, eh bien, aujourd'hui, ils vendent un peu moins vite qu'avant, mais ils vendent en 2 mois. En 1 mois, en 2 mois, la transaction est faite. Donc, le marché se régule. En fait, j'ai envie de dire que le marché s'assainit peut-être à Paris. Alors, voyons un petit peu cette carte, comment ça se traduit dans les arrondissements. Eh bien, on voit vraiment bien, là, sur cette carte, que les 9 premiers arrondissements et le 16e sont à plus de 11 000. Alors, le 16e, c'est vrai que depuis 2 ans, a beaucoup monté. Il y a eu le 16e était badé depuis une quinzaine d'années. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, le 16e est redevenu à la mode et il y a des augmentations beaucoup plus fortes, ce qui fait que le 16e a rejoint le peloton de tête qui était traditionnellement du 1er au 9e arrondissement. Vous voyez aussi sur cette carte que entre le 19e, le moins cher, et le 6e, l'arrondissement le plus cher, le ratio en réalité tendance à diminuer, et il diminue à chaque conférence de presse, on le dit, mais c'est vrai. Là, il est historiquement bas, il est de 1,57%. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour dire que Paris se gentrifie, se boboise, vous employez le terme que vous voulez, mais les différences de prix, il y a 20 ans, c'était entre arrondissements, voire en quartier, étaient de 5. Donc, aujourd'hui, les quartiers les moins chers et les plus chers qui sont Odéon et Gare, le quartier Gare dans le 13e, vous savez, c'est un peu là où il y a toutes les tours IGH du 13e, c'est assez rare d'ailleurs, mais là, on a enregistré que c'était vraiment le quartier le moins cher à 8 420. Et bien là, le ratio est de 2, alors qu'il était de 5 il y a 20 ans. Donc, on voit vraiment ce phénomène de gentrification sur Paris et qui pourrait peut-être se faire dans la proche couronne de l'autre côté du périph' dans les prochaines années. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Quelques records, j'anticipe un petit peu sur ce que va dire Thibaut de Saint-Vincent, mais quelques records qu'on a enregistrés le trimestre dernier. On a vu un duplex qui s'est vendu dans le quartier des Archives, dans le 3e. Un duplex de 172 mètres carrés qui s'est vendu à 37 800 € le mètre carré. C'était donné, sachant qu'il y avait 2 garages, évidemment. Donc, on peut dire qu'à ce prix-là, c'était donné. L'autre record, c'est un duplex à Notre-Dame, donc dans le 4e, évidemment,
à 150 mètres carrés, qui lui était à 34 330 €. Bien là, pas de garage. Même à 34 000, il n'y avait pas de garage. Voilà un petit peu pour les deux records qu'on a pu enregistrer le trimestre dernier. Pour les augmentations de prix, toujours sur cette carte parisienne, on voit que bon, c'est autour de 0% ou 1 ou 2%, exception faite du cinquième. Le cinquième est un peu particulier. La dernière conférence de presse, on avait émis l'hypothèse que le cinquième allait dépasser le septième en termes de prix. Bon, parce que le septième était en panne et le cinquième avait caracolé avec une augmentation de 8,8% au T4. Donc là, on pense que c'est la correction derrière qui se fait après une augmentation aussi forte. Donc on est revenu un petit peu à la normale, où le cinquième, même à l'arrondissement, est moins cher que le septième. Voilà, donc tout ça pour vous dire que cette stabilité, on ne s'attend pas non plus à une baisse importante des prix. Seulement une correction. Est-ce que ça va être une correction comme on l'a vu de 2011 à 2015, à raison de -1, -2% en fonction des années? Peut-être, ça dépendra un petit peu de la mémoire des Français, peut-être de ces vagues qui se font, donc qui aujourd'hui, ce marché de report qui se fait de Paris sur la petite couronne, eh bien, il y aura peut-être une vague dans l'autre sens dans les prochaines années. Le tout est de savoir quand. Alors, justement, je vous parlais de la petite couronne. Que se passe-t-il? Les volumes appartements à gauche et maisons à droite, vous voyez, donc les appartements sont à +6. Donc, vous voyez que là, on n'est plus en négatif au volume. Et donc, +6 avec 3 mois de confinement. On voit vraiment ce marché de report des Parisiens qui viennent, qui franchissent, qui n'hésitent plus à franchir le périph' et qui viennent acheter des appartements en petite couronne. Donc, on peut dire là, quelque part, la construction du Grand Paris qui est en train de se faire depuis plusieurs mois. Et là, vraiment, on le constate. À droite, les maisons. Ben là, les maisons, c'est stabilité des volumes, mais des volumes très, très faibles. En réalité, on le voit depuis des années et des années. On ne franchit pas la barre des 2500 transactions de maisons par trimestre. En réalité, c'est un marché de pénurie. La maison en petite couronne, et c'est aussi un marché en diminution. Parce que vous le savez très bien, il y a beaucoup de promoteurs dans la salle. Ben les maisons, pour trouver des terrains, aujourd'hui, on achète 1, 2, 3 maisons, on les démolit et on construit du collectif. Donc, petit à petit, les maisons en petite couronne disparaissent et il y en a de moins en moins à vendre. Et puis, quand on en a une, on ne la vend pas. Donc, ce qui se traduit dans les transactions à faible volume. Par contre, vous allez voir que les prix, là, en petite couronne, forcément, marché de pénurie, c'est là où on peut penser qu'il y a des prix assez forts. Donc, vous voyez des augmentations de 5,8%, avec quand même une petite détente au trimestre, vous voyez 0,5%. Donc, ça s'est détendu à Paris, ça s'est un peu détendu aussi quand même en petite couronne, mais sur les avant-contrats, on le voit sur le graphe en bas à droite, au trimestre, ça y est, ça repart, 3% d'augmentation. C'est vraiment ce jeu de stop and go dont je vous parlais, et auquel nous assistons en fonction des confinements. D'un seul coup, il y a plein de dossiers qui arrivent dans les études, et puis d'un seul coup, il y a une panne pendant une semaine. Là, vous voyez, au trimestre, on voit bien une augmentation de 3%. Donc, ça peut repartir à la hausse dans les prochains mois. Les maisons, ben, c'est là où le marché est le plus tendu. Comme je vous disais, c'est le marché de pénurie. Et donc, c'est là où vous voyez l'augmentation la plus forte de l'Île-de-France. C'est vraiment le marché le plus tendu, avec 7,4% d'augmentation que nous avons enregistré au premier trimestre. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas de fluidité. J'ai même entendu dire qu'il y avait beaucoup de promoteurs aujourd'hui qui cherchaient des maisons, des grandes maisons, pour en faire des co-living. Et donc faire du co-living, ben, c'est de l'investissement. Ça veut dire que c'est des maisons qui ne seront plus forcément sur le marché non plus. Donc, petit à petit, ce marché diminue. Et vous voyez la maison dans les prochains mois, 4,1% en bas à droite, au trimestre. Là, c'est sûr que si ça continue comme ça, bah oui, on verra certainement une augmentation à 2 chiffres. On est à 7,1, 4,1, vous multipliez par 4 trimestres, on arrive à 16. On ne sera pas parce qu'il y a eu des trimestres plus légers, heureusement. Hein, ne serait-ce que, vous voyez, là, le T1 n'a augmenté que de 0,6. Mais à ce rythme-là, on peut peut-être s'attendre à une augmentation à 2 chiffres. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur les volumes de grande couronne?
Eh bien, c'est là où ça se passe en ce moment, le marché de la Grande Couronne. C'est vraiment le marché de report, il est en Petite Couronne, mais il est également et surtout en Grande Couronne. Vous voyez cette augmentation vient des volumes, appartements, maisons. C'est très clair, hein, vous voyez sur ces graphes, plus 8% d'un an. C'est là où ça se passe. C'est vrai que l'augmentation pour les appartements en Grande Couronne, il y a eu aussi ce parc d'appartements. On a quand même beaucoup construit de collectifs. Donc, sur les 10 dernières années, pourquoi on enregistre autant d'augmentation, c'est aussi dû au fait qu'on a beaucoup construit en Grande Couronne. Contrairement à certaines périphéries, je regardais un article là-dessus sur des périphéries de capitale en Europe où ça ne construisait pas beaucoup. On a beaucoup construit ces dernières années en Île-de-France, même si certains promoteurs autour de la table pensent le contraire. On a plus construit qu'à l'étranger. Donc, on a un peu détendu ce marché, mais pas suffisamment. Il y a toujours beaucoup plus de demandes que d'offres. Voilà, les maisons, c'est le parc des maisons en Grande Couronne, c'est les 3/4 du parc des maisons en Île-de-France. Hein. C'est 1/4 globalement en Petite Couronne et 3/4 en Grande Couronne. Et vous voyez que ce bout de la maison, forcément, ça a un impact. On va le voir tout à l'heure dans les prix. D'abord, les appartements, augmentation de 4,4%. Souvenez-vous, les fidèles du club de l'immobilier, il y a peut-être pas un an, mais il y a 1 an et demi ou 2 ans, pendant longtemps, les appartements en Grande Couronne, c'était un marché stable, idéal, on va dire. Il y avait un regain sur les appartements, parce que forcément, marché de report, on voulait s'agrandir déjà avant la pandémie, et là où on trouvait à s'agrandir, c'était dans des marchés moins chers. Donc il y a eu beaucoup de volume et une stabilité des prix, mais qui a duré au moins 2-3 ans. Là, non, c'est fini. Le marché est tendu. On est à 4,4%. Il y a plus de demandes que d'offres. Bon, certes, avec cette petite pause qu'on avait constatée à 0,4% pour le trimestre, mais vous voyez que sur les avant-contrats, là aussi, on voit une augmentation de 3,3%. Donc à l'année, c'est évidemment lissé tout ça, mais c'est vrai que si cette tendance d'augmentation de demande en Grande Couronne continue, il y aura forcément des augmentations assez fortes à prévoir. Les maisons, ça c'est également du jamais vu, c'est que les maisons, comme dans la France entière, les maisons dépassent en termes d'augmentation de prix les appartements. On est à 6,9%, donc alors que les appartements n'étaient que de 4,4%. Vous voyez, donc vraiment une grosse tension sur ce marché, qui va continuer d'ici l'été, puisqu'on va enregistrer une augmentation de 6,2, alors que les appartements, là, sur la slide précédente, étaient de 4,9. Et là, toujours pareil, il n'y a pas eu vraiment de relâchement sur les saisons. On voit bien, vous voyez, ces vagues, année par année, on voit bien qu'il y a un effet de saisonnalité sur les maisons. Là, elle n'a pas eu lieu. Depuis 2 ans, il n'y a pas eu de pause, une toute petite pause, peut-être qu'elle a duré 1 mois ou 2, mais pas du tout comme d'habitude, ce qui fait que forcément, on s'attend, vous voyez le chiffre en bas, 3,9% de variation brute en 3 mois. Donc là, c'est pareil, on est dans les mêmes phénomènes. Si ça continue comme ça, on va avoir une augmentation à 2 chiffres. Voilà pour les chiffres de l'Île-de-France. Alors, on a fait un focus aussi pour la conférence de presse pour essayer de comprendre la structure du marché. Et donc, on vous a mis ici les structures de marché entre, à gauche, la répartition des ventes de maisons et à droite, les appartements. Donc, on voit vraiment la tendance depuis 20 ans des maisons qui, aujourd'hui, on vend de plus en plus de grosses maisons. Et parallèlement, de moins en moins de maisons de 3 pièces. Alors, et l'explication, enfin, on le voit d'ailleurs, cette tendance s'est accentuée en 2015. Pour les professionnels qu'il y a autour de la table, vous connaissez tout de suite l'explication. C'est en fait la loi Allure. La loi Allure de mars 2014 qui a fait disparaître le COS, ce coefficient d'occupation des sols qui était vraiment un frein à la transformation des maisons. Aujourd'hui, c'est le grand jeu des franciliens. Ça l'était déjà un petit peu avant. Ils le faisaient un petit peu à l'arrache. Là, aujourd'hui, ils le font de manière beaucoup plus, on le voit dans nos dossiers, beaucoup plus officielle. Et ils changent leur garage en salon, ils aménagent les combles, ce qui fait qu'on ne change pas la coque, mais en réalité, on change la structure des maisons. Les maisons de 5 pièces deviennent des maisons de 7, 8 pièces. Et voilà ce qui explique cette transformation de structure de marché. À droite, pour les appartements, c'est un peu moins sensible.
on voit quand même un petit peu la disparition, une diminution des studios. Et ça, on pense que c'est peut-être une restructuration justement des studios qui se regroupent en 2 pièces, peut-être pour les louer plus facilement. Aussi, ça les promoteurs le savent, peut-être un peu moins de construction de studios et peut-être plus de 2 pièces et 3 pièces. Voilà pour la structure de ce marché. Et l'autre focus qu'on a fait, c'était les prix au mètre carré selon la taille des appartements. Et là, à gauche, vous voyez la Grande Couronne, Paris d'abord, Petite Couronne, Grande Couronne, où on voit, on l'avait déjà dit, un écart qui n'est pas énorme, mais un écart quand même, à Paris, vous voyez, un écart de 10% entre le type de structure le moins cher, qui est le 2 pièces, et le type de structure qui est le plus cher, le 5 pièces. Et ça, bon, on explique assez bien, le 5 pièces qui est plus cher que le reste, c'est souvent parce qu'il est mieux localisé, dans des quartiers plus chers, et dans des immeubles de meilleure facture, immeubles pierre de taille souvent, donc c'est logique que ça se ressente sur le prix au mètre carré. En revanche, vous voyez la Grande Couronne, au milieu, c'est pas du tout pareil. Et là, c'est pas du tout des écarts de 10%, c'est des écarts de 30% entre le plus cher, qui est le studio, et les moins chers, qui sont les 4 et 5 pièces. Vous voyez, quand vous cherchez un appartement en Grande Couronne, il faut savoir ce que vous cherchez. Et notamment, si vous voulez investir, ben, vous avez peut-être intérêt à investir dans un 4 ou 5 pièces, si tant est que vous puissiez le louer. Mais enfin, là, on sait que maintenant, la vacance locative est de moins en moins tendance à diminuer fortement. C'est-à-dire, dans toute l'Europe, la vacance locative est faible, ce qui fait que le logement redevient attrayant pour les institutionnels. Alors, à droite, c'est la structure du marché parisien. Et comme je vous le disais, on voit bien le 5 pièces sur la courbe du haut, là, marron. On voit bien ce 5 pièces qui diminue en prix. Ben oui, parce que c'est plus difficile à vendre aujourd'hui. Donc, le 5 pièces rejoint en mètre carré le 4 pièces. Et le seul qui tire son épingle du jeu, c'est le 3 pièces, c'est la courbe rouge. Parce que dans la structure des appartements à Paris, c'est quand même le 3 pièces est très, très demandé. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc, le 3 pièces continue à bien monter. C'est le seul qui monte par rapport aux autres appartements. Ça vous permet quand même de voir un petit peu. On ne peut pas dire que tout baisse. Le 3 pièces continue à monter. Voilà. Alors, pour conclure, ce que j'ai essayé de faire ressortir auprès des journalistes ce matin, c'est qu'en fait, aujourd'hui, cette pandémie a fait mettre en exergue cette pire qualité de vie que les Français et les Franciliens recherchent plus que jamais. Et les derniers confinements, couvre-feu, alimentent cette volonté de déménager. Aussi bien locataires que propriétaires, tout le monde est concerné, tout le monde a été enfermé et tout le monde s'est aperçu des défauts de son logement. Et il y a une très très forte, il y a des enquêtes qui le font, des sondages qui le montrent qu'il y a une très forte volonté de déménager, qui s'est déjà traduite depuis un an, mais ça va continuer. Alors, le problème, c'est que déménager, c'est bien, mais quand on est en couple ou en famille, ce n'est pas des décisions très, très faciles à prendre. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas assister à un tsunami, on ne s'attend pas à un tsunami non plus dans le futur, plutôt une vague de fond. Maintenant, savoir combien de temps cette vague de fond peut durer, ça dépend peut-être de ce qui peut se passer par rapport à la pandémie. Voilà, parce que la pandémie, elle influe sur nos vies, mais nos vies privées aussi bien que professionnelles. Donc, l'influence sur la vie privée, on peut espérer que cette pandémie ait moins d'influence, qu'on retrouve notre liberté de mouvement, nos réunions sociales. Et donc, je ne pense pas que ça aura forcément une très grosse influence sur le marché. En revanche, il y a peut-être sur cette pandémie des phénomènes qui vont persister, en tout cas partiellement, c'est sur la vie professionnelle. C'est l'emprise numérique qu'on a vécue et qui multiplie les réunions en visio, à commencer par aujourd'hui, mais qui vont persister. J'espère pas pour nous en septembre, mais c'est clair qu'aujourd'hui, la visio est bien pratique. Le télétravail, tout le monde a vu qu'on était certaines sociétés à 100%, même si il va diminuer, on ne pense pas pour autant qu'il va disparaître. Et donc, tous ces changements de vie professionnelle créent des nouveaux besoins immobiliers. On le voit quand on interroge les clients. En fait, il y a beaucoup de gens qui recherchent, en déménageant, une meilleure qualité de vie, mais aussi une pièce bureau. Une pièce bureau qui devient quasi indispensable pour ceux qui sont en télétravail, surtout si le couple est en télétravail tous les deux, et qui vont se partager cette nouvelle pièce de bureau. Parce qu'ils en ont un petit peu marre de faire du télétravail dans la cuisine avec les enfants qui sont autour. On peut le comprendre.
Donc, cette volonté de changer de cadre de vie privé et puis l'adaptation aux nouvelles habitudes professionnelles va provoquer des très nombreux déménagements pendant les prochaines années, et ça, on le pense vraiment. Ce qui va dynamiser forcément le marché immobilier, on le voit autour de la planète, et il n'y a pas de raison que l'Île-de-France échappe à cette tendance. Ça va entraîner inévitablement sur certains secteurs des tensions qu'on n'avait pas connues, peut-être en grande couronne, des hausses de prix aussi, qu'on peut regretter, mais malheureusement, c'est des déséquilibres entre l'offre et la demande, mais peut-être aussi détendre certaines tensions, comme par exemple Paris, où très franchement, on est arrivé à des prix totalement irrationnels, et ce marché à Paris qui s'assainit, on ne vend plus n'importe quoi à n'importe quel prix, on tient compte des défauts et des qualités quand on est en vente amenée à Paris, ben, c'est pas plus mal. Voilà, mais tout ça, eh bien, avec une petite note, c'est de dire que, comme De Gaulle, la mémoire des Français est très très courte. Et ben, est-ce que ce mouvement centripète qu'on voit, ce report, qu'on assiste en Île-de-France, mais aussi dans toutes les métropoles régionales, est-ce qu'il ne sera pas de nouveau inversé pour devenir centrifuge dès que les Français auront oublié ces mauvais moments de pandémie? Voilà ce que j'avais à vous dire en résumé de cette conférence de presse que vous verrez dans les journaux dans les prochains jours. Merci. Voilà. Bien, vous m'entendez, pardonnez-moi. Voilà, les journalistes sont toujours de très mauvais communicants dès qu'on leur donne un matériel qu'ils maîtrisent à peine. En tout cas, merci Thierry, merci Cédric pour toutes ces précisions qui ont été données. En particulier, on a compris que l'immobilier sécurise, que l'apocalypse immobilier, c'est dommage pour les journalistes qu'on ne laissait pas Apocalypse Now, ça continue, que bien évidemment, il s'agit d'une valeur sûre, d'une valeur refuge. Alors, on va continuer notre discussion avec Thibaut. Thibaut, vous m'entendez? Vous me voyez? Oui, très bien. Bonjour à tous. Bonjour Thibaut, donc président de Barnes. D'abord une question, il fait aussi beau à Saint-Barthélemy qu'à Paris ou il pleut enfin chez vous? Non, effectivement, il fait très beau. Je suis là depuis 3 jours en visite dans nos bureaux et c'est un marché là aussi où c'est assez intéressant cette présentation sur Paris et sur l'immobilier en général parce que tout ce que vous avez dit en fait est un peu accentué dans l'immobilier haut de gamme et Saint-Barth est une des destinations qui profitent vraiment de cette période avec une augmentation des volumes et des prix assez forte. Alors, l'immobilier résidentiel de prestige, haut de gamme, ça c'est votre quotidien et c'est l'objet de toute votre attention et de vos études que vous allez pouvoir nous dérouler pendant à peu près une trentaine de minutes. Ensuite, place aux questions. Alors, cet immobilier haut de gamme dans le monde entier pose un certain nombre de questions. D'abord, on aimerait savoir qui achète, qu'est-ce que l'on achète, où achète-t-on et est-ce que Paris est toujours Paris? Oui, bah alors effectivement, nous chaque année, on fait une présentation qu'on appelle le Barnes Global Property Report, qui fait un panorama, si vous voulez, de l'immobilier haut de gamme à l'international et surtout qui prend par un biais de l'étude du comportement des personnes et des familles fortunées. Alors c'est vrai que l'immobilier haut de gamme se porte très bien. Globalement, donc, ce qu'on constate, c'est que c'est une valeur refuge par excellence. C'était depuis toujours, on le sait, une valeur refuge financière. On se rappelle tous de 2008 avec tout d'un coup ce blocage des prix, des transactions, pardon, en septembre 2008 et puis à partir de janvier-février 2009, une forte reprise parce que c'était la valeur refuge finalement par excellence. Après quelque part, une paralysie où les acteurs étaient un peu là en attente, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'un coup, on réalise que alors que les bourses, les marchés financiers étaient instables, que finalement l'immobilier haut de gamme, c'est vraiment
on dit la meilleure, la pierre précieuse, finalement, le meilleur des investissements. C'était la pierre parisienne, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a eu une augmentation de 20% pendant 2 ans, 2010 et 2011. Ah oui, ça a été impressionnant, oui, exactement. Et là, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est au-delà de cette valeur refuge financière, tout le monde a réalisé que c'était devenu également une valeur refuge physique, et on s'est tous retrouvés, donc par la force des choses, davantage chez soi, d'où l'importance d'avoir un logement de qualité, avec des beaux volumes et idéalement des espaces sur l'extérieur. Et puis, valeur refuge professionnelle, comme vous l'avez souligné, avec ce besoin du bureau de la pièce supplémentaire. Alors, dans l'immobilier haut de gamme, ça se traduit par, vous avez parlé d'un bureau partagé. Alors, nous, on voit maintenant des demandes de bureau madame, bureau monsieur. Donc effectivement, ça fait des nouvelles demandes. Et donc, après, tout ce phénomène qu'on va voir aussi chez nous de la résidence, comme vous l'avez également souligné, semi-principale, puisqu'on va finalement s'installer plus ou moins à l'année dans sa résidence secondaire. Alors, qu'est-ce que souhaite cette clientèle aisée avant tout? Alors oui, alors on peut, si vous voulez, dérouler rapidement donc la présentation où on étudie un peu le comportement de ce qu'on appelle les UHN. Alors je ne sais pas si elle peut, voilà, parfait. Les UHNWI et les HNWI, c'est-à-dire les personnes qui possèdent des patrimoines pour les UHNWI de 30 millions et plus, et pour les autres à partir de 3 millions. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est, comme je vous disais, c'est qu'on achète un bien de prestige comme la valeur sûre par excellence. Et au-delà de la résidence, la belle résidence principale et la belle résidence secondaire, on inclut également dans l'immobilier de prestige des investissements plus, on va dire, professionnels, comme des vignobles, des haras, des hôtels de charme, des maisons d'hôtes, voilà, tous ces… et puis également, ce que je dis aussi, qui peut être un peu semi-professionnel, qui est tout le domaine de la chasse, parce que quelque part, on y fait des relations publiques, et on voit que tous ces investissements alternatifs dans l'immobilier haut de gamme, on le vend en poupe. Alors, qu'est-ce que recherche, pour répondre à votre question, Patrick, qu'est-ce que recherche cette clientèle? Ben, si on résume en un mot, c'est la sérénité. Hein. En 2020 et 2021, avec cette crise qui nous est tous tombée dessus, on va rechercher avant tout la sérénité, c'est-à-dire un petit peu tous ces points qu'on a listés, toutes ces priorités qu'on a listées, notamment, vous voyez, limiter ses déplacements, favoriser les circuits courts. Je vois ici à Saint-Barth beaucoup de constructions nouvelles, avec toujours, on va prendre un architecte local, on va prendre des matériaux locaux, des pierres locales, on va essayer de vraiment rester toujours dans l'idée de la proximité. Et puis donc, on a tous appris effectivement à se recentrer autour de sa famille, hein, de réunir sa famille et de se recentrer dans son, je dirais, lieu d'origine. Et c'est vrai qu'on retrouve, voilà, tous ces besoins qui sont encore accentués fortement en ce moment. Et donc, l'immobilier de prestige, fait partie du domaine du luxe, et globalement, ce n'est pas que l'immobilier de prestige, l'immobilier haut de gamme qui va bien se porter, c'est d'une manière générale tout l'univers du luxe. Et on voit aujourd'hui qu'on retrouve dans toutes ces belles marques finalement une reprise de l'activité parce que c'est ce qui va quelque part rassurer. Alors, est-ce que le nombre de personnes, justement, aisées et particulièrement aisées, est en augmentation? Est-ce que ça stagne? Quelles sont, vous, vos informations là-dessus?
Oui, alors nous, on fait cette étude avec le cabinet Well6, qui sont basés à Londres et New York, et qui étudie justement, d'un point de vue statistique, l'évolution des UHNWI, donc des familles fortunées. Donc, ce qu'on constate, alors ce sont des chiffres qu'il faudrait d'ailleurs réactualiser, puisque nous, c'est une présentation qu'on a fait en début d'année, mais on constate qu'effectivement, il y a une forte augmentation entre mars 2020, fin du confinement, début du confinement, et puis septembre 2020, mais on peut considérer qu'il y a eu encore une forte augmentation au dernier trimestre 2020 et premier trimestre 2021, et donc on est au-delà de ces chiffres. Donc 280 670 personnes UHNWI, donc possédant des patrimoines de 30 millions et plus, ce qui fait une fortune de 32 000 milliards. Et on voit que cette population, depuis 1995, ne cesse de croître. Cette petite baisse, c'est disons, la période de crise des marchés de mars à mai 2020, mais très vite, on a repris l'évolution à la hausse et largement rattrapé le niveau de mars. Donc, cette population a investi 6,1% de ce patrimoine dans l'immobilier haut de gamme, et ce chiffre était plutôt autour de 4,5 il y a une dizaine d'années. Donc, on voit qu'à la fois un fort attrait de l'immobilier haut de gamme comme faisant partie des actifs indispensables, et également une forte augmentation des fortunes, donc globalement je dirais un secteur en croissance structurelle. Alors, qui achète ce sont des chefs d'entreprise, ce sont ceux qui ont hérité déjà d'une fortune? Est-ce que, au contraire, tout cela a été fabriqué par le travail, par les investissements? Est-ce que ce sont plutôt des hommes, des femmes? Dans quel pays? Alors oui, c'est principalement des chefs d'entreprise. Donc 60, comme on le voit sur le bon tableau, 67% des acquéreurs en ce moment de cette population, enfin 67% des personnes fortunées sont des entrepreneurs, donc alors qu'ils étaient, 71 cette année, alors qu'ils étaient 67 en 2019. Donc on voit qu'ils ne cessent d'augmenter. Ça veut dire qui sont les autres? Les autres sont des héritiers pour un peu moins de 10% et sont ce qu'on appelle héritiers entrepreneurs pour le reste. Donc c'est vrai qu'on voit que cette population d'entrepreneurs qui s'est fortement rajeunie ne cesse de croître. Après, en termes de population de nationalité, on a toujours très largement les États-Unis en tête, hein, un tiers de cette population est américaine, les Chinois et le Japon venant ensuite. Hein. Donc, avec là, on voit un focus qu'on fait également dans cette étude sur les milliardaires. Le nombre de milliardaires qui ne cesse de croître, je crois qu'il va y avoir une forte augmentation l'année prochaine parce qu'effectivement, on entend dire que il y a eu énormément de fortunes qui se sont renforcées. Donc, 2800 globalement milliardaires. Avec là aussi les États-Unis qui comptent à eux seuls près d'un tiers. Et voilà leur hobby, leurs principaux centres d'activité, centres d'intérêt, avec après évidemment le business, la philanthropie. Alors la philanthropie qui explose aux États-Unis, c'est aussi, il ne faut pas se leurrer pour des questions fiscales, hein, puisque ça permet de transmettre le patrimoine, mais également, donc on voit que c'est aujourd'hui une véritable activité nouvelle. Alors, justement, vous venez d'afficher le palmarès des villes les plus recherchées. C'est curieux, je vois Zurich et Genève dans le top 10, comme on dit. Est-ce que vous pouvez nous commenter en fait tout cela? Oui, alors chaque année, on fait ce qu'on appelle le Barn City Index, c'est-à-dire les 50 villes les plus recherchées à l'international
par cette clientèle fortunée sur la base de 3 critères. Donc, le critère pratique, on achète dans une ville parce qu'il y a de bons moyens de transport, parce qu'il y a de bonnes écoles, de bonnes universités. Le critère affectif, ce qu'on achète parce qu'il y a une bonne qualité de vie, une belle architecture, et puis effectivement des belles marques de luxe souvent aussi, et puis pour des questions financières parce qu'il y a une possibilité de plus-value, de bon rendement. Jusqu'à présent, chaque année, depuis 6 ans qu'on fait ce Barn City Index, c'était toujours Londres, New York, Hong Kong qui étaient indéfiniment en tête, avec Paris l'année dernière qui était également en tête. Et là, il y a un bouleversement total, puisque effectivement, les grandes villes, d'une manière générale, comme vous l'avez souligné Thierry auparavant, d'une manière générale, les grandes villes non pas sortent leur épingle du jeu, mais beaucoup moins bien que la province, les belles destinations de bord de mer, de montagne. Et donc, dans ce contexte, certaines ont souffert plus que d'autres. Et on peut effectivement voir que le grand événement dans celles qui ont souffert, c'est New York, qui passe de la 2e place à la 11e place. Donc, très clairement, New York, parce qu'après, certaines villes aussi ont moins bien géré que d'autres cette crise sanitaire. Je pense qu'à New York, les mesures ont été très radicales et ont fait qu'effectivement, il y a eu tout d'un coup un désintérêt de ses habitants pour la ville. Beaucoup sont allés se réfugier, c'est le cas de le dire, en Floride, dans les Hamptons, en région de New York. Et donc tout d'un coup, on s'est aperçu, on va le voir tout à l'heure, mais si je finis sur New York, beaucoup de New-Yorkais sont arrivés pour s'installer en Floride, à Miami. C'est un vrai phénomène très, très important, ce qui explique aussi que Miami est passé de la 27e à la 4e place. Et on découvert, à Miami, il fait beau toute l'année. Les impôts, ils sont 25% moins élevés qu'à New York. Et puis, l'immobilier y est 2 fois moins cher. Et à partir du moment où on peut travailler à distance, finalement, on peut y installer sa résidence principale. Donc tout d'un coup, de gros mouvements comme ça, très importants, qu'on va retrouver dans tous les pays, et notamment en France, on va en parler tout à l'heure. Et puis donc des villes après qui sont connues pour leur qualité de vie, pour le côté où ils privilégient l'environnement, les espaces verts, et donc ce sont toutes ces villes où il fait bon vivre, en Suisse comme Zurich qu'on voit à la 1re place, ou Genève à la 8e place, et également les villes d'Europe du Nord qui ont bien tiré leur épingle du jeu, comme Stockholm ou Copenhague, où effectivement la gestion de la crise a été beaucoup plus douce, et où finalement on a gardé une qualité de vie de qualité. Tokyo est intéressant aussi parce qu'on voit que les Japonais qui ont depuis très longtemps essayé de mettre en avant la qualité de vie, finalement, malgré une ville énorme, Tokyo s'est maintenu à la 3e place. C'est le seul qui maintient sa place. Voilà, donc, et puis pour conclure, un nouvel entrant avec Bordeaux, vous voyez, qui rentre dans les 50 villes les plus recherchées, à la 50e place, soit parce que c'est une petite ville, mais c'est intéressant de voir que c'est une ville française qui a également le vent en poupe. On revient un petit peu sur Paris, rapidement, 7e place, c'est honorable, ça bouge, ça monte, ça descend, comme on dit. Oui, alors Paris, en fait, on va faire un focus sur Paris, où effectivement on va bien rentrer dans le détail. Je voulais juste faire, j'avais prévu un tout petit focus rapide sur Miami, parce que c'est intéressant de voir, je vous le disais, cet attrait soudain. Alors Miami a eu parfois des périodes d'attrait, parce que Miami est une ville internationale dont on dit que c'est souvent la capitale de l'Amérique du Sud, donc beaucoup d'habitants d'Amérique du Sud qui viennent très régulièrement s'y installer.
également beaucoup d'Européens. Et là, le nouveau phénomène, ça a été les pays, les États du nord des États-Unis qui arrivent en force à Miami. Et donc, on voit des stocks qui fondent, hein, avec effectivement de plus de 50%. C'était un marché qui était un peu atone depuis 1 ou 2 ans et tout d'un coup qui augmente très fortement. Comme vous le voyez sur ce slide, avec des augmentations de prix qu'on estime de 15 à 30% sur les appartements et de 20 à 40% sur les maisons. Donc, c'est assez impressionnant ce qui se passe actuellement dans cette ville. C'est vraiment un petit peu le phénomène qui se passe au niveau international, mais très accentué là-bas, avec des loyers aussi. Nous, on gère à peu près 250 biens à Miami en location, et les loyers, les baux sont d'une durée d'1 an, donc en Floride. Donc à chaque renouvellement, on a la possibilité d'augmenter le loyer. Et là, on a eu certaines augmentations qui sont assez impressionnantes, où on a comme ça augmenté un loyer de 5000, quelqu'un qui payait $5,500 et il est passé à $9,000 en 1 an. Et on avait en fait des demandes, on avait des offres à $9,500 pour son appartement. Donc du fait qu'il était là, il a eu un droit de payer un peu moins cher, mais effectivement, on voit que c'est impressionnant cette augmentation de prix. Alors ça, on va en parler peut-être après, mais effectivement, on constate quelque part une inflation. On parle de ce risque d'inflation qui va arriver dans l'économie par ces fonds très impressionnants qui ont été injectés par les États. Ce qui est sûr, c'est qu'on le voit depuis un certain temps dans l'immobilier et dans certaines villes plus que dans d'autres, et ça, c'est le cas de Miami. Alors, on voit là typiquement un Américain de New York qui achète un bien de 315 mètres carrés plus 300 mètres carrés de terrasse à Miami Beach, dans un bon quartier de Miami Beach, pour $4 millions, c'est-à-dire 2 fois moins cher que l'équivalent à New York. Donc, beaucoup de New-Yorkais ont tout d'un coup découvert, effectivement, ont fait leurs courses et ont fait augmenter les prix très rapidement parce qu'ils ont découvert qu'effectivement, c'était relativement bon marché. Donc, voilà des exemples. Miami, si je ne me trompe pas, en 2008, avait accusé très, très fortement la crise des subprimes, non? Oui, absolument. De 2008 à 2011, il y a eu une chute des prix sur les 3 années de près de 40-50%. Oui. C'est toujours les excès dans un sens et dans l'autre. Hein. Voilà. Donc, on a dépassé les prix d'avant la crise des subprimes ou... Oui. Ah oui, là, on a largement dépassé les prix d'avant la crise. Je pense que on a quelques références comme ça sur des terrains parce que notamment sur une destination qui s'appelle Key Biscayne en face de Miami. On dit souvent que le dry lot, c'est-à-dire le terrain vide de 800 mètres carrés sur lequel on peut construire une maison, se négociait à 1,4 million, 1,5 million en 2008 et chuté jusqu'à 900 000 et puis aujourd'hui est à 2 millions. Voilà, donc on a effectivement retrouvé largement les prix de l'époque. Alors on va revenir sur Paris, Thibaut. Donc voilà, état de santé, check-up de la ville après les remarques qui ont été faites. Voilà. Alors là, je ne peux que confirmer effectivement tout ce que Thierry a dit. C'est Paris, finalement, on a eu, comme tous les professionnels, on s'est posé des questions en mars 2020 en se disant, oulala, est-ce qu'on va résister? Surtout que cette crise arrivait, comme vous l'avez souligné, dans un marché qui était au plus haut. Hein, le 4e trimestre 2019 avait été une période magnifique. Donc, du coup, on se disait, oulala, là, on est vraiment au plus haut. Une crise qui arrive au plus haut, c'est jamais très bon signe. Et finalement, après je dirais, ce gel, cette sidération qui est arrivée, qui nous a tous pris de mars à mai, dès le mois de mai, on a vu une reprise de l'activité, une reprise des transactions et finalement,
une reprise des volumes avec un marché, comme vous l'avez dit, à deux vitesses. Le marché des biens de grande qualité, les terrasses, les jardins, qui est très demandé avec là où on a continué ce qu'on appelle chez nous les ventes flash, des ventes en moins de 72 heures. Et puis un second marché qui est plus compliqué, des grands appartements, des appartements à rénover, des appartements de moins bonne qualité, où là on se retrouve avec des biens qui ne se vendent plus, ou alors où il faut faire un effort relativement significatif sur le prix pour trouver des acquéreurs. Donc on est en phase. Voilà, on est exactement en phase. Nous, voilà, sur les prix, plus ou moins, vous voyez, on est dans l'immobilier haut de gamme, on accentue toujours un peu vos chiffres. Donc, les biens à défaut, une sorte de baisse de 10%. Les maisons en région parisienne, plus 10%. Les beaux biens parisiens, relativement stables. Voilà, donc on retrouve un petit peu ce que vous nous dites. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est l'activité qui reste en hausse, même par rapport à 2019. Avec, là, on fait un focus sur les 4 premiers mois de l'année. Donc de janvier à avril, donc janvier à avril 2021 par rapport à 2020. Et on fait ça depuis maintenant 5 ans. Donc ça, c'est au niveau de nos ventes à nous. Hein, donc c'est les ventes. Donc à partir de… Donc là on sectorise inférieur à 1,2 million d'euros et à plus de 5 millions d'euros. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que en 2021, donc ce premier trimestre, il y a un vrai bond d'une manière générale, hein, parce qu'on est à 32% d'augmentation en termes de volume par rapport aux 4 premiers mois de l'année 2020. Donc pour nous, c'est un début d'année exceptionnel. Avec la plus forte augmentation qui se trouve sur les biens compris entre 1,2 million et 2,5 millions. Et également entre 2,5 et 5. Hein. Très souvent, vous voyez, vous avez parlé effectivement d'un tassement des prix à Paris et d'un tassement des transactions jusqu'en 2015. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, à partir de en 2015, on avait très peu de volume au-dessus de 2 millions d'euros. Et puis en 2016, on a retrouvé une activité jusqu'à 3 millions d'euros. En 2017, jusqu'à 4. Et en 2018 jusqu'à 5. Donc c'est vrai qu'on voit que finalement on est de nouveau dans ce marché où les transactions, même à des prix relativement élevés, autour de 5-6 millions d'euros, finalement continuent à être très actives et une augmentation même du nombre de ventes au-dessus de 5 millions d'euros, où là on est souvent sur une clientèle étrangère. Et où on constate, nous, que ce soit à Paris, comme à Saint-Barth, comme dans les belles destinations de France, que finalement ces biens au-dessus de 5 millions d'euros ont été achetés par une clientèle française aussi. Et là, nous, là où je me trouve à Saint-Barth, on a fait 2 très belles ventes au-delà de 10 millions d'euros à des Français. Donc tout d'un coup, alors qu'à Saint-Barth c'était beaucoup de New-Yorkais, tout d'un coup il y a des Français fortunés qui s'intéressent à investir même à l'international sur des prix élevés. Donc le phénomène des ventes flash, alors c'est aussi assez rassurant. Hein, les ventes flash qu'on pensait clairement quand il y a eu le premier confinement, on s'est dit c'est terminé ces ventes en moins de 72 heures. On a quand même fait 30 ventes flash au premier trimestre 2021, c'est-à-dire des ventes en moins de 72 heures. Donc, ça veut dire que ça signifie que le marché est toujours très actif. Si les prix étaient à la baisse, on ne vendrait pas en moins de 72 heures. Donc, ça veut dire qu'on est plutôt dans une tendance de maintien des prix pour des biens de grande qualité. Donc ça, ce sont des exemples de biens qui ont été vendus. Vous partagez, Thierry ?
Je vous vois bouger. Donc... Oui, non, parce que si on remonte la slide, moi, c'est par rapport aux chiffres, je voyais c'était 30 ventes comparé à 80 en 2020 et 191 en 2019, quand même. Oui, mais dans un marché atone. Oui, alors pardon, je pense qu'on était là sur des chiffres annuels, pardon. On a dans les chiffres, les chiffres, effectivement, 191 en 2019. Si je divise donc par 4 trimestres, ça fait, mais vous avez raison, ça fait 45 ventes. Oui, il y a moins de ventes flash, mais il en reste encore beaucoup. Mais il y a moins de ventes flash qu'en 2019. Oui. Oui, mais dans un marché inquiet et tout ça, il ne devrait même pas y en avoir du tout, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce que vous disiez d'ailleurs. Il y a une résistance de Paris. Effectivement, qui marche, qui n'explose pas comme la province, comme la côte atlantique. On va en parler après, mais c'est vrai qu'il y a quand même effectivement encore ce phénomène. Vous voyez, avec des exemples de prix, donc là, on est sur un petit peu, on retrouve vos prix records avec ce 123 mètres carrés qui a été vendu à finalement près de 30 000 euros du mètre. Et comme vous le voyez, à rénover. Oui. Place Fürstenberg qui fait partie de ces endroits mythiques, magiques à Paris. Donc, on fait une à deux ventes tous les 2-3 ans sur cette place. Et quand il y a un appartement, les propriétaires maintiennent des prix élevés et attendent l'acheteur qui finit toujours par se présenter. Donc voilà. Il y a aussi, hein, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et puis c'est pas avant. C'est pas avant. Donc voilà, là on est sur un Paris 7e, vous voyez, on est autour de 20 000 euros du mètre. Donc là aussi, ça fait partie des biens de qualité parce qu'on est au 6e étage. Comme vous le voyez avec la fenêtre ouverte, on voit le ciel et donc tout ça, ça a toujours le vent en poupe. Ça fait partie des biens de qualité. Là aussi, là on a beau être dans le 9e, ce sont des quartiers aussi qui ont vraiment beaucoup pris, le 9e, le 18e. Avec des prix qui sont particulièrement élevés. Vous voyez, on est à 17 000 euros du mètre. Là, on est sur un bien qu'on a vendu 186 mètres carrés. Donc là, on est sur des quartiers aussi, le 10, 11, 12. Il y a une petite mention spéciale sur ces quartiers qui ont le vent en poupe aussi. On a vu le Marais, qui était le quartier le plus cher de Paris pour nous jusqu'à l'année dernière. Finalement à tirer en hausse les quartiers limitrophes, donc comme le 11e, comme le 12e, comme le 10e, où dans le Marais, on est plutôt dans la zone fourchette 15 000 à 25 000, ce qui fait que quand on veut rester finalement dans des quartiers vivants, mais moins onéreux, on va pouvoir s'intéresser au 10, 11, 12. Où on fait de plus en plus de ventes en ce qui concerne Barnes, avec une recherche de peut-être nouvelle installation dans le 12e prochainement. Voilà, donc ça c'est le 12e vendu en 24 heures, un bien à 12 500 euros du mètre. Donc, dans le 15e, alors là, c'est typiquement, on voit l'attrait pour les maisons. 16 000 euros du mètre, je ne pense pas qu'on aurait vendu à ce prix-là, il y a 2 ans, une petite maison de 150 mètres carrés à 2,4 millions. Voilà, donc ça, c'est effectivement typiquement phénomène du confinement. Là, on est à 15 000 euros. Vous l'avez dit, le 16e sort mieux son épingle du jeu cette année que les quartiers du centre et la rive gauche. Évidemment, reste moins cher que ces quartiers-là, mais probablement attractif parce que on y respire davantage, les volumes sont plus grands et effectivement, dans ce qui nous arrive actuellement, on va être à la recherche de ces biens-là. Et donc, un petit exemple d'un bien en dehors de Paris, donc là en périphérie, où là, comme vous l'avez dit, on a un marché extrêmement actif avec des volumes, des stocks qui ont divisé par 2. On a de moins en moins de maisons disponibles parce qu'elles sont toutes parties.
Très bien. Alors maintenant, Et juste avant de passer, excusez-moi, Cédric. juste avant de passer à d'autres destinations, vous pensez que Paris est très en concurrence avec d'autres capitales européennes où elle a encore son potentiel attractif? Oui, non, Paris se situe dans les 10, sans conteste, dans les 10 principales capitales internationales et dans les 5 principales capitales européennes à avoir de l'attrait pour la clientèle internationale. Je dirais que c'est principalement Paris, Londres, Madrid et Lisbonne, qui sont les 4 premières villes, je dirais, internationales, dans le sens où il y a un nombre significatif de transactions qui se font sur une clientèle internationale. À Paris, sur la rive gauche et dans le Marais, on est à plus de 40% des transactions à une clientèle internationale. Et donc, et avec le Brexit qui est intervenu à Londres, où on voit qu'il y a un vrai phénomène qui est en faveur de Paris, c'est vrai que Paris reste attractif pour la clientèle internationale. Voilà. Alors, Thibaut, pour rester dans les temps, il nous reste à voir le marché du bord de mer et la montagne, bien évidemment. Donc, on va passer justement au top 5 des destinations de bord de mer avec vous. Voilà. Alors, le top 5, si vous voulez, des destinations bord de mer, ben là, clairement, on vraiment le vent en poupe. Avec cette crise sanitaire, certaines destinations ont plus le vent en poupe que d'autres, mais alors ça veut dire que c'est des marchés qui explosent, clairement. Particulièrement, je dirais, la côte basque et toute la côte atlantique. La côte basque et toute la côte atlantique où les stocks ont fondu de moitié, où les transactions ont augmenté. Je dirais que même sur Biarritz, il a aujourd'hui sur 3 agences, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Osgore, on a à peu près 90 biens à la vente contre 270, vous voyez, divisé par 3 il y a un an. Donc les stocks ont fondu sur toute la côte atlantique, on retrouve ce phénomène. Sur la côte d'Azur, je dirais que c'est 25%, là où c'est 50% de diminution de stock sur toute la côte atlantique, on va avoir 25% de diminution sur la côte d'Azur. Donc un phénomène d'attrait fort sur la côte d'Azur, mais peut-être un peu moindre que sur la côte atlantique. Et puis, si on va à l'international, ben c'est Saint-Barth, parce que tous les gens de New York, on a des clients qui louaient habituellement 2-3 semaines par an à Saint-Barth, qui étaient de New York, qui étaient de Londres et qui sont venus s'installer à l'année. Donc, on a comme ça une famille de Londoniens qui travaillent tous dans la finance, les parents comme les enfants, qui se sont installés dans une maison qu'ils ont louée 50 000 € par mois à l'année et où ils ont installé un vrai bureau. Je suis allé les visiter l'autre jour, donc il y a 3 imprimantes et des ordinateurs partout, etc. Et ils ont en fait tout simplement transféré leur bureau dans ce lieu magnifique avec une belle vue et ils s'installent là et ils disent on retournera à Londres quand les événements se seront calmés. Et comme ils sont dans la finance, ils font probablement leur plus belle année tout en étant à Saint-Barth. Donc ça, c'est un exemple un peu exceptionnel, mais c'est un exemple qu'on va retrouver à des niveaux moindres et moins excessifs, avec des Parisiens qui s'installent à Biarritz à l'année ou à Saint-Malo. Voilà, donc ça, c'est… Quand je parlais d'être enfermé l'année dernière pendant 2 mois et demi, 3 mois, là, je crois que la cellule est sympathique. Voilà, exactement. Et donc voilà, donc la côte basque, comme je vous le disais, vraiment sort bien son épingle du jeu, avec des prix relativement records. On a fait une vente dans un des immeubles mythiques de Biarritz avec une très belle vue mer à 40 000 € du mètre carré. Donc, et avec 2-3 ventes cette année au-delà de 5 millions, sur soit une maison à Guétari à 7 millions d'euros ou une maison dans les terres avec plusieurs hectares à 7 millions également,
Donc, on a vraiment un marché qui est très dynamique et évidemment des augmentations de prix. Là, si à Paris, elles n'ont pas encore atteint, loin de là, ou à Paris ou en région parisienne, les 2 chiffres, là, on dépasse largement les 2 chiffres. On est sur des augmentations de prix qui peuvent être de 10 à 15% facilement sur un an. Voilà un exemple de vente à Biarritz. Mais là, effectivement, on voit qu'on a quand même des biens de qualité et en période de confinement, on se voit bien dans des maisons comme ça. Donc, la Côte d'Azur, même chose, mais à un niveau moindre. Mais on va retrouver ce phénomène. Je voyais notre directrice de Valbonne qui nous disait qu'elle avait fait une dizaine de locations longue durée sur des maisons qu'habituellement elle loue en saisonnier. Et alors là, elle les loue pour 3 mois, 6 mois. Donc des gens qui se sont installés en janvier à Valbonne pour faire des locations de janvier à juin. Donc ça, qui sont des Parisiens. Donc ça, c'est effectivement des phénomènes intéressants. Là, c'est une vente récente qu'on a fait à Ramatuelle. Voilà, donc, ou à Sainte-Maxime. Donc là, on voit sur un prix relativement élevé. Donc là, on a un sportif, un Français footballeur qui a acheté cette maison qui est entièrement neuve et avec évidemment une vue exceptionnelle. Dans la région de Sainte-Maxime. On ne vous demandera pas son nom. Oui. Et puis ici, voilà, on parlait de Valbonne. Donc Valbonne, c'est l'arrière-pays très agréable de la Côte d'Azur. Voilà ce qu'on peut trouver pour 2,5 millions et là, une grande qualité de vie. Alors après avoir eu chaud, ayons froid, avec la montagne. Voilà, alors très, très rapidement, parce que là, je crois que je dépasse un peu les… donc là, voilà, donc même attrait pour les destinations de montagne. Les Alpes françaises et les Alpes suisses ont toujours le vent en poupe. On va privilégier là les villes où on vit à l'année, comme Megève, et puis après, on voit aux États-Unis, Jackson Hole, le Canada. Voilà, on a fait un focus sur Megève où on voit que c'est, même si cette année dans les stations françaises il n'y a pas eu le ski, clairement il y a quand même eu une grosse population qui y est allée et pour profiter tout simplement de la qualité de vie d'une ville qui reste ouverte avec des prix très soutenus. Donc là, on est effectivement pas à Megève. C'est pour ça qu'on est à proximité de Megève. Et là, on voit qu'on peut avoir des biens assez larges de qualité pour des prix, voilà, pour des prix de 2,2 millions. Là, on a un autre exemple à 2 millions d'euros. Voilà, avec une belle vue. Donc là, ce sont des biens qui ont toujours le vent en poupe. Et donc, nous, on est présent sur 17 pays. Donc on peut effectivement aujourd'hui bien arbitrer les besoins entre les différents pays et les différentes régions de France, puisqu'en France, on a une cinquantaine de bureaux. Alors, juste une question. Comment ça se passe pour les visites virtuelles? Est-ce qu'on achète comme ça un bien de, je ne sais pas, 17 millions sur un coup de cœur sans visiter? Comment vous faites concrètement? Oui, alors les visites virtuelles, c'est comme pour les notaires et comme pour tous les professionnels de l'immobilier, on s'est adapté très rapidement à cette situation. On avait déjà commencé les visites virtuelles de manière, on va dire, ponctuelle sur certains biens.
Et dès le mois de mai, on a généralisé à 100% de notre portefeuille. Donc, visite, c'est ce qu'on appelle chez nous des visites Matterport. C'est un outil qui permet de s'immerger dans le bien et de pouvoir le visiter à 360 degrés. Donc, on organise des rendez-vous avec nos clients sur Zoom, en visioconférence, et on va les accompagner. On ne va pas leur envoyer un lien parce qu'on ne donne pas les clés d'un appartement à un client et on ne lui dit pas de visiter tout seul. Donc, on va les accompagner, nous, avec la souris, et on va rentrer dans les biens et faire la visite virtuelle. Alors, c'est intéressant votre question. Depuis le début de l'année, on a fait au niveau national en France 17 ventes en visite virtuelle, dont 7 où il n'y a jamais eu de visite. Donc, à Valbonne, notamment, la directrice me disait la personne n'est jamais venue. C'était quelqu'un qui habite au Luxembourg, qui a acheté un bien à Valbonne, qui n'est jamais venu, qui connaît évidemment Valbonne, qui connaît la région, qui voyait l'endroit où se trouvait la maison, et qui a acheté une maison à 3,2 millions sans visiter. Et comme il y avait une forte demande en location, on a même loué sa maison à 10 000 euros par mois pour 6 mois, alors qu'il ne l'avait pas visité directement. Et puis donc, il va la découvrir cet été. Et donc, c'est un phénomène auquel nous, on ne croyait pas. Et à partir du moment où on l'a réalisé sur 17 ventes, dont 7 qui ne sont même pas venues avant la signature chez le notaire, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, ça va probablement continuer. Et c'est pour ça qu'on essaye, nous, d'avoir des outils de plus en plus performants pour pouvoir accompagner nos clients là-dessus. Et avec les notaires, on travaille également de plus en plus, et vous êtes bien placé pour le savoir, sur des rendez-vous virtuels et des signatures à distance qui effectivement font qu'on peut vraiment accélérer et continuer nos transactions, même s'il y a à tel ou tel moment des restrictions et des confinements. Mais alors, j'ai un exemple aussi d'un confrère niçois qui me disait qu'il avait assisté comme ça à l'acquisition par un Britannique en visite virtuelle. Le Britannique n'est jamais venu, il a acheté 2 appartements à plus d'un million chacun, je crois, en investissement pur et dur. C'était pas pour y loger, donc on peut comprendre un peu mieux. Mais l'explication, en fait, ce que j'ignorais, c'est que les Britanniques, désormais, je ne sais pas depuis quand ils ont des déficits fonciers dans les pays étrangers, notamment en France, ils peuvent le déduire sur leur revenu global. Donc, du coup, ils faisaient ça, ils cherchaient du déficit foncier. Ouais. Ah bah oui, les Américains, la même chose. Ouais. Et alors, nous, on a fait une vente comme ça avec alors, c'est un confrère de la Côte d'Azur c'était un appartement qu'on avait sur la Croisette. Et il nous a appelé, il a dit, écoutez, j'ai un Russe qui est très intéressé par un appartement que vous avez. Malheureusement, il ne peut pas se déplacer. Et si je fais appel à vous, c'est parce que je sais que vous avez un outil pour lui faire visiter, etc. Et donc, on a fait visiter à son client russe cet appartement sur la Croisette et il nous a acheté là aussi à distance. Donc, c'est effectivement, voilà, c'est intéressant de voir ce phénomène qui est très intéressant. Une autre question, Thibaut, qui revient souvent, c'est celle de ce qu'on appelle dorénavant des résidences semi-principales. Vous pouvez en 2 mots nous dire ce que c'est? C'est vraiment un engouement, quelque chose de nouveau que l'on voit en France, dans le monde entier, et bien évidemment, pourquoi pas à Paris, en Île-de-France. Oui. Alors, c'est vrai que dès le premier confinement, on était tous quand même encore actifs et on parlait entre bureaux, on se soutenait un peu et je parlais donc on avait une réunion avec le directeur de Biarritz et qui disait pendant ce premier confinement, j'ai une activité, je n'arrête pas parce que j'ai beaucoup de Parisiens qui sont dans leur maison de la Côte Basque et qui m'appellent en me disant on va rester plus longtemps que prévu, je réalise que ma maison est trop petite, il faut qu'on en achète une plus grande, etc. Et donc déjà dans le premier confinement, certains se disaient
on va peut-être être davantage dans notre résidence secondaire, plus simplement l'été ou les vacances scolaires, mais aussi l'année. Donc on a, nous, facilement une dizaine de Parisiens qu'on a emmenés sur la côte basque, mais également sur d'autres régions de la côte atlantique, de la côte d'Azur. On a comme ça une famille qu'on a installée à Saint-Malo. Et ils avaient un 3 chambres dans le 18e. Donc, ils ont mis le 3 chambres en vente et gardé un pied-à-terre à Paris. Et ils avaient prévu, donc les enfants à l'école à Saint-Malo, ils avaient prévu de passer 2 à 3 jours par semaine à Paris en prenant le TGV. Et je les ai revus récemment, ça c'était il y a 1 an, je les ai revus récemment et ils m'ont dit finalement les 2 ou 3 jours à Paris, depuis 6 mois, ni mon mari ni moi l'avons fait. Et donc on est en permanence là-bas. Donc c'est typiquement, vous voyez, la résidence semi-principale ou quasiment principale pour certains. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai changement. C'est un peu cet exemple des Anglais qui se retrouvent à Saint-Barth. C'est plus en vacances, mais c'est en résidence principale. Ouais. Mais ça, on peut le comprendre. Compte tenu du climat, ça paraît. Il n'y a pas photo, comme on dit. Alors, il y a des questions qui viennent régulièrement, mais en fait, elles portent toujours sur la même chose, c'est-à-dire, pour Thierry, est-ce que le communiqué, les chiffres, votre analyse j'allais dire, est disponible? Bien sûr, tout va être communiqué. Voilà, alors il y a le site, je le rappelle, notairedugrandparis.fr. Et vous allez après dans l'onglet presse, voilà, et vous allez avoir tout ça sans secret in extenso. Et alors on pose la même question pour vous, Thibaut. Je ne sais pas si vos slides sont partageables ou non. Oui, alors cette étude, naturellement, alors elle est disponible sur notre site internet. Et puis on peut l'envoyer en papier ou en numérique à tous ceux qui le souhaitent, qui peuvent nous adresser un email info@barnes-international.com et effectivement donc elle est disponible. On fait régulièrement des présentations, notamment à des sociétés de gestion de fortune ou à des banques d'affaires. Oui. Alors ça c'est une question peut-être pour Thierry ou pour Cédric. La crise du logement neuf en IDF, donc en Île-de-France, et le défaut de délivrance des autorisations de construire, notamment à Paris, ne risque-t-elle pas de faire augmenter les prix à court ou à plus long terme dans un contexte inflationniste en hausse? Est-ce que la réponse n'est pas dans la question? Ben oui, absolument. Je crois que il n'y a rien à répondre. Là, c'est évident. Évident, de toute façon, quand on regarde le passé, je vous disais que ça avait beaucoup construit depuis quelques années. On était arrivé presque, je crois, le record, c'était 80 000 nouveaux logements par an en Île-de-France. Donc, il y a eu un petit peu d'oxygène, mais il est clair que cette augmentation des prix que nous assistons depuis 2015, elle est due à un manque de logement. Donc, moins il y a de logements sur le marché, plus il y a de tensions et plus il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, si, comme on peut le craindre, ça construit moins dans les prochaines années, et on le voit, il y a eu moins de permis pendant l'année dernière avec ces élections. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maires qui sont verts, qui délivrent les permis un petit peu au compte-gouttes. Ça va augmenter la tension des prix, c'est sûr. D'autant qu'en 2022, je crois qu'il y a des élections présidentielles. Il paraît. Ouais, elles ont moins d'impact local quand même. Moins d'impact. Ouais. Le vrai sujet, c'est les municipales, parce que les municipales, vous avez la plupart des maires qui 6 mois avant bloquent tous les nouveaux projets pour être sûr qu'il n'y ait pas un projet qui remettrait en cause, ou en tout cas qui serait un argument de campagne. Et après, éventuellement, s'il y a un changement de mairie, il y a plein de projets qui sont remis en cause, ou un temps certain pour redémarrer l'instruction des nouveaux projets. Donc, il y a quasiment une année, voire une année et demie blanche autour des municipales, ce qui est énorme en termes de construction dans un marché tendu comme l'Île-de-France. Oui, bien sûr, j'imagine. Et ça, tous les 5 ans. Ah oui. Et dans votre question, c'est vrai qu'il y a toujours on a eu une tendance à dire que chaque fois qu'il y avait une élection municipale, nationale, présidentielle,
l'année n'était pas bonne en immobilier. Ouais. Alors en fait, quand on regarde de près, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça a été le cas il y a 20 ans, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a des fondamentaux tels qu'une élection présidentielle ne change pas grand-chose. Voilà, donc il faut dire aux journalistes de se remettre un peu à jour. Oui, sur les voilà, sur les c'était vrai il y a 20 ans, ouais. les plus aujourd'hui, et en revanche que effectivement, les élections régionales ont un impact sur l'activité, en particulier sur le neuf. Sur le neuf, tout à fait. Est-ce que, messieurs, vous voulez poser une question? Vous voulez faire directement? On l'a fait au fur et à mesure. À Thibaut, oui. En dehors du fait qu'on est très jaloux qu'il soit là-bas, je vous dis ça parce que vraiment, c'est joli la place du Châtelet, mais il n'y a pas la mer. Hein. Et encore aujourd'hui, il fait beau. Oui, il y a de la chance. Il est dans son bureau. Oui. Mais j'ai vu le bureau en visite virtuelle, je vous assure que c'est pas mal comme bureau. Ouais, il est sympa. Vraiment. Oui, Thibaut, vous vouliez dire quelque chose? Non, je dis oui, ici c'est un bureau particulièrement agréable parce qu'on a dans toutes les belles destinations, on essaye de recevoir nos clients dans des lieux qui sont plutôt aménagés comme un salon. En l'occurrence, ici, il y a également un agréable bar, une belle cave à vin. Et donc, on aime recevoir nos clients parce que comme il ne faut pas oublier qu'ils sont en vacances, alors ce sont, comme on l'a dit tout à l'heure, des entrepreneurs principalement. Donc, ils ne sont jamais vraiment en vacances, mais ils aiment quand même, ils n'aimeraient pas se retrouver dans une salle de réunion traditionnelle. Donc, on essaye de les recevoir, que ce soit à Megève, à Biarritz, à Saint-Barth, dans une atmosphère relativement agréable pour continuer à parler de leurs projets qu'ils peuvent faire à Saint-Barth comme partout ailleurs d'ailleurs. On peut vous envoyer un CV pour Saint-Barth. J'en profite. Hein. Oui. Bon. Oui, alors on en reçoit beaucoup. La difficulté ici, c'est le logement qui coûte plus cher qu'à Paris. Donc, la plupart des employeurs ici, s'ils veulent pouvoir garder leur personnel, doivent payer le logement, qui est relativement élevé. Oui, j'imagine, et tout à fait. Oui, Thierry, oui, c'était simplement pour ajouter une petite chose. On a regardé un petit peu sur nos bases ce qu'il y avait, non pas d'exceptionnel comme vous avez pu le commenter, mais le plus de 2 millions. Le plus de 2 millions, c'est déjà pas mal, mais les ventes de plus de 2 millions, alors on n'est pas dans le 4 ou le 5, hein, mais les plus de 2 millions ont nettement diminué quand même l'année dernière et également au dernier trimestre. Donc, j'ai envie de dire que là, vraiment, la niche du luxe confirme l'intérêt de la pierre, alors que c'est un peu moins vrai sur les biens chers, mais pas luxueux. C'est un peu ce que… Je ne sais pas si vous… Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est effectivement le sans défaut, le très qualitatif et plus particulièrement en période de crise et encore plus privilégié. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que ça sort son épingle du jeu. Mais vous avez raison, il y a après le bien qui reste cher, mais qui n'est pas forcément qualitatif, comme un très grand appartement de 300 mètres carrés au premier étage sur cour à rénover. Voilà, donc ça, c'est un bien qui est forcément cher parce qu'il est à Paris et qu'il va forcément se négocier au-dessus des 10 000 euros du mètre, mais il va trouver preneur plus difficilement parce qu'effectivement, il n'a pas toutes les qualités. Oui, alors qu'en revanche, la terrasse parisienne, elle, ne se pondère même plus. Voilà. Oui, ça c'est. Alors, bon, j'ai tendance à dire qu'elle se. Alors, avant, quand elle était de plein pied avec le séjour, elle se pondérait à 50%. C'est vrai, vous avez raison. Si elle est de plein pied avec le séjour, elle peut se pondérer de 75 à 100%. C'est vrai. Ça, en ce moment, c'est tellement attractif. Oui, alors, c'est sûr. Bien, merci Thibaut de vous être levé si tôt, 4 heures du matin, c'est ça? Enfin, bon. Oui, à 4 heures du matin, mais comme ça, je peux profiter de la matinée maintenant. Absolument. Cédric, le mot de la fin, on peut rappeler déjà le site des notaires du Grand Paris pour retrouver tous ces événements et pouvoir, au calme, aussi se replonger dans tout ce qui a été dit. Cédric, je vous en prie. Merci beaucoup Thibaut de cet éclairage sur ce secteur particulier qu'est l'immobilier de luxe. Effectivement, c'est toujours intéressant, les marchés un peu atypiques de par leur nature. Merci beaucoup. Et puis, je vous demande
le prochain club de l'immobilier, le 9 septembre. 9 septembre. Merci Bonne fin de journée, à bientôt. beaucoup, merci. Au revoir. Merci.